d'être venus si nombreuses. Et bonsoir. Cette année, c'est le 50e anniversaire de la création de Thierry. Tenir pendant 50 ans contre le vent et le marais, je dis, on a eu la persévérance. Mais c'est le moment de passage aussi. La place là-bas, je crois. Donc, il y a des travaux qui ont été faits. La librairie a changé un peu les apparences. Le fond reste le même. Le fond de La place au fond. échange de pensée et de réflexion autour des livres reste le même. Moi, je croyais que notre période était passée. On appartenait au passé, de parler de tiers-monde, après du sud global et la démocratie. Et en voyant ce livre, je vois que non, le problème est actuel. C'est même l'Occident qui est devenu malade de la démocratie. Ce n'est plus l'absence de la démocratie, une maladie particulière des peuples et des gens et des régions du monde. C'est qu'on voit mieux que ça, que notre démocratie ne peut pas être exclusive Il y a de la place au fond. d'un continent ou l'autre. Je suis tout content de recommencer cette saison sur l'Afrique, avec les problèmes de la démocratie et l'Afrique. Je cède la parole à l'éditeur qui a suivi toujours ce genre de publication et qui le fait vaillamment pour présenter le livre et le débat. Merci. Merci Ahmad Salamatian. En plus, nous sommes aussi, vous êtes aussi un de mes auteurs, puisque vous avez publié avec Flavio Meloni et l'ancien ambassadeur d'Algérie, L'Amérique en otage, 444 jours de diplomatie secrète en Iran. Mais là, ce soir, c'est à la fois sur l'Afrique et aussi sur une collection particulière que je suis heureux de mettre l'accent, puisque nous avons lancé, voici 3-4 mois maintenant, avec Elgas qui est ici présent comme directeur de collection. Elgas qui avait publié chez Rive-Neuve dans une collection de poche ses bons ressentiments essais sur le malaise postcolonial, et qui a accepté de diriger cette nouvelle collection que nous avons lancée. Et nous avons d'ailleurs même fait une revue littéraire pour parler des poches, puisque le poche est ce format qui aujourd'hui fonctionne, qui marche, qui est aussi un format de crise. Les gens n'ont plus d'argent, donc il faut faire petit pour que ça marche. Et le poche marche bien, donc on a lancé une nouvelle collection. Et cette revue, justement, passe en revue tous les ouvrages que nous sortons. Et le numéro 2 de la collection, c'est l'Afrique contre la démocratie. On a sorti un Enterré Sankara, que vous avez peut-être vu passer, fait par Joël Assoko. Enterré Sankara, essai sur les économies africaines. Et là, nous avons toujours dans cette même collection d'essais assez musclés, qui osent dire les choses, avec aussi un souci un peu littéraire. C'est la patte de son directeur Elgas. L'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril. Et cette fois avec Ousmane Diaye, pour donc ancien journaliste que vous aviez sans doute déjà vu sur TV5 Monde, et enfin toujours journaliste, mais ancien journaliste de TV5 Monde, et qui s'est... Alors on est très heureux parce que cette collection marche très bien. On est déjà en train de faire la 3e édition de ce titre, qui est sorti juste avant les vacances. Et on est très heureux parce que en fait, Elgas a réussi à trouver chez des jeunes auteurs comme Ousmane ou Joël, des gens qui avaient des choses à dire de longue date, qui en avaient un peu, qui avaient accumulé des choses à dire et qui ont trouvé cette occasion de le dire dans cette collection. Donc on est ravis parce que c'est des textes qui étaient en train de maturer déjà depuis un certain nombre d'années et qui viennent à point nommé. Et à point nommé, c'est aussi le moment
que je choisis pour passer le micro à l'auteur qui va nous présenter son ouvrage, et ensuite vous aurez évidemment l'occasion de poser des questions, ainsi que le directeur de collection. Merci d'être venus aussi nombreuses. Je suis content de voir tellement de visages que je ne voyais plus depuis longtemps. Et je souris parce qu'en voyant la salle, je suis frappé par le nombre de dissidents et d'opposants au mètre carré. Je me dis que si j'étais le service secret d'un État dictatorial, j'arrive, je fais un carton. Je regarde dans la salle, entre les ex-combattants rebelles, les dissidents, c'est bien. C'est parce qu'on va parler de dissidence. Alors, pour présenter le livre, je pense qu'il faut faire l'histoire de ce livre, c'est que je suis journaliste, j'essaie de raconter un réel avec lequel je suis en prise. Moi, j'ai toujours dit et eu l'humilité en tant que journaliste que comprendre le réel, c'est déjà très difficile. Nous sommes en prise. Moi, je parle toujours de lutte avec le réel. Et c'est parce que j'essaie de lutter avec ce réel, de le comprendre, de le saisir sur un continent qui est sans doute un des continents qui change le plus vite au monde. Parce que je me dis toujours que quand j'étais né en Afrique, aujourd'hui, 80% ou 70% des Africains n'étaient pas nés. Donc nous n'avons pas le même monde, même entre Africains. Même entre Sénégalais, j'ai l'habitude de dire, je ne vis pas dans le même monde que la moitié de mes compatriotes qui sont nés après 2000, qui n'ont pas eu la même construction politique que moi, qui n'ont pas les mêmes références politiques que moi. Et je trouve que ce décalage est très important et que je ne le saisissais pas assez avec les armes du journalisme. Et puis, quand vous êtes dans l'événement, il y a beaucoup de journalistes ici qui sont là, vous n'avez pas, vous êtes frustrés aussi. Il y a une forme de frustration que je portais depuis longtemps, et le livre est né de tout ça. Le point tournant de ce livre, c'était, je crois, Anne-Cécile est là, c'était les géopolitiques de Nantes qui m'avaient demandé il y a 2 ou 3 ans de faire quelque chose sur les conflits en Afrique ou sur la démocratie. Je ne savais pas quoi dire en fait. Je ne savais pas quoi dire moi-même. Parce que j'avais l'impression depuis quelques années que mes grilles de lecture étaient obsolètes. En tout cas, il y a quelque chose qui me dérangeait dans mes propres grilles de lecture. Et j'avais choisi de parler de ce que j'appelais la crise des grilles de lecture. Pourquoi nous ne comprenons pas certaines choses? Parce qu'il me semble que ces 20 dernières années, je parle essentiellement des 20 dernières années, moi, il y a des choses que je n'ai pas compris, que j'ai vécues. Je n'ai pas compris pourquoi en 2010, 2011, je suis dans la foule. Au Burkina, il y a un souffle démocratique tellement fort que les jeunes, à main nue, prennent le palais et délogent les députés au risque de leur vie. Donc, je voyais des gens qui croyaient à la liberté, à la démocratie. Je suis allé après en Tunisie, j'ai vu les jeunes Tunisiens, comment ça a été fort. J'ai vu un peu partout, parce qu'on l'oublie souvent, même dans les pays dont on a moins parlé, il y a eu des tentatives qui ont été étouffées, au Togo, au Maroc, partout. Donc, je n'ai pas compris comment le début des années 2010 s'ouvre avec cette vague forte, ce désir démocratique, et que 20 ans plus tard, j'arrive dans les mêmes rues, on me dit non, nous, on ne veut pas de ça. Ça ne nous intéresse pas. C'est occidental, c'est ceci, c'est ceci. Moi, ça m'a fait un choc. Parce que je me dis, je suis dans les mêmes espaces, même catégorie des jeunes, et qui ont l'exact rêve qu'il y a 10 ans. Moi, je me rappelle toujours que quand Kadhafi meurt, moi j'étais à Bamako, les gens n'étaient pas joyeux, il y a une manif. Une manif. Alors qu'en Occident, je voyais les titres des journaux, la fin d'une dictature, etc. Je voyais les titres au Sud, y compris d'ailleurs en Amérique latine, où on ne célébrait pas la chute d'un dictateur. Il y a un problème dans le logiciel. Ça a continué en fait. Autant, moi je suis frappé par la popularité de Poutine en Afrique. C'est une chose, on peut ne pas être d'accord, hein, je ne me situe pas sur le point de vue des valeurs, mais aujourd'hui je pense qu'il doit être l'une des figures internationales, en tout cas en politique, les plus populaires. Et il fallait comprendre quelque chose, et je n'arrivais plus à comprendre ce quelque chose-là, et ma réflexion part de là. Ma réflexion part de pourquoi je ne comprends plus qu'il y ait eu ce grand écart. Comment on passe du désir démocratique, du souffle démocratique né du début des années 2010 à cette forme de désenchantement où
dans chaque manif à Bamako, dès que je parle démocratie, la réaction est assez énergique, quoi. Ne nous emmerdez pas avec votre démocratie, etc. Et c'est à partir de ça que j'ai essayé de travailler, et j'ai essayé de travailler en me souvenant qu'avant d'être journaliste ou en étant journaliste, j'ai quand même... Moi, j'ai été formé parce que la référence du livre, c'est Barthes, en fait. Parce qu'il y a quelques années, j'ai entrepris, tout en étant journaliste, de faire un troisième cycle en sémiologie avec un professeur, d'ailleurs c'était de chaque côté, Frédéric Lambert, éminent exégèse de Barthes, qui a écrit un grand livre qui s'appelle Mythographie sur Barthes. Et j'avais travaillé là-dessus. C'est une de mes formations premières, la sémiologie, l'analyse du discours. Et je pensais qu'au-delà du journalisme du réel, il fallait mobiliser sans doute les sciences sociales, les sciences humaines, mon propre vécu, pour construire, et je le conçois, un livre hybride, qui n'est ni du journalisme, ni tout à fait des sciences sociales, parce que jusqu'avec certains universitaires, sauter au plafond, parce que je passais du jeu à l'analyse de données. Voilà, et j'ai voulu comprendre en mobilisant tout ce que j'avais. Donc c'est aussi, quelque part, un bilan d'itinéraire intellectuel. Le livre est construit en fonction de mon parcours et pas en fonction des géographies. Ça, c'est très important, parce qu'on m'a beaucoup dit « Pourquoi tu ne parles pas de tel pays, de tel pays ?» Moi, je trouve que c'est un des problèmes de nos grilles de lecture. Ce cantonnement à la géographie, Afrique anglophone, Afrique francophone, Afrique australe, et qu'au fond, je pense que les continuités ne sont pas celles-là. Quand je traverse la frontière entre le Côte d'Ivoire et le Ghana, j'entends les mêmes langues, les mêmes référentiels, les mêmes problèmes, etc. Je peux être dans un même espace francophone et avoir deux pays différents. Moi, j'ai toujours été frappé par... Quand je suis dans le sud du Mali, ils parlent du nord de Tombouctou, ils ne connaissent pas. Je connais plein de Maliens, des élites qui ne sont jamais allés à Bamako. Je ne sais pas si je dois te dire ça, d'ailleurs. En 2013, je me rappelle toujours quand les Français interviennent, ils libèrent les territoires du Nord, Tombouctou, Gao et Kidal. Ibeka arrive, élection. Bon, ça aussi, c'est une vraie question parce qu'on assimile élection-démocratie. Moi, je trouve que c'était un des problèmes, d'ailleurs, d'avoir organisé les élections dans ces conditions-là. Parce que on est dans la procédure, on n'est pas dans la participation. Et pour moi, démocratie veut dire participation, coaction. Pour moi, c'est une des clés essentielles de la crise démocratique. Et pour revenir à mon exemple, donc, premier gouvernement d'Ibeka, septembre 2013, pour la première fois, on nomme un ministre en charge des régions du Nord. C'est d'ailleurs quelqu'un de très intéressant, il s'appelle Cheikh Omar Diarra. Cheikh Omar Diarra avait à l'époque, il devait avoir, ancien ambassadeur du Mali à New York, etc., ancienne figure estudiantine politique. On est dans un petit avion militaire pour y aller et on arrive à Gao. Je comprends que c'était la première fois de sa vie qu'il va à Gao, il me dit, dans le Nord. Il avait 60 ans et quelques. Et ça ne m'étonnait pas parce que c'est immense. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas... et qu'une bonne partie des gens qui vivent à Gao sont plus proches de Niamey, en fait. Moi, je connais beaucoup de Maliens de Gao qui font le lycée à Niamey. Parce que c'est plus proche. Donc la géographie, je m'en méfiais. Donc je n'ai pas construit ce livre parce que beaucoup me disent « Oui, Afrique anglophone c'est mieux, Afrique... Je dis « Bon, je ne sais pas, ça dépend. Si on prend le Libéria, c'est pas mieux. » Je veux dire, je préfère être sénégalais que libérien sur ces questions-là. Donc je voulais aussi casser ce truc méthodologique, quoi, qui essaie de construire un truc avec quelque chose que moi, qui était ma boussole, partir du réel, partir du factuel. Et après, me permettre tout, quoi, partir du factuel, mobiliser l'histoire. Je trouve que l'histoire est très importante, honnêtement, dans la compréhension de ce qui se passe. Je pense qu'un des problèmes qui fait que le récit médiatique est tronqué, c'est parce que le récit médiatique n'a pas de profondeur historique. Une des choses qui m'a le plus choqué à l'époque, quand j'étais au Mali et que je couvrais cette guerre, il y avait les assises du journalisme à Bordeaux, ils avaient fait un focus Sahel. Et j'étais frappé que la guerre du Mali, dans le récit médiatique français, commence à partir de 2012. Alors que moi, j'ai un pays en guerre depuis 1962. Et donc, j'ai beaucoup lutté à cette période pour dire, c'est qui était là. Moi, je disais les guerres du Mali. Je pense que la guerre française du Mali commence
Mais quand la France entre en guerre au Mali, le pays était en guerre. Depuis des années, hein, mais vraiment, en 2017, rébellion, massacre d'Ibrahim Agbaganga qui meurt, le pays est en guerre en fait. Et ça, c'est quelque chose de très important, le récit médiatique. On peut, en tronquant le récit médiatique, raconter une autre histoire. C'est pas la même histoire si on inscrit la guerre française comme ce que j'appelais la troisième guerre du Mali, et en plus c'était des guerres qui avaient sur le même espace, sur le même territoire en même temps. Vous aviez les irrédentistes qui combattaient l'État central, les islamistes qui combattaient l'État central, et à un moment donné, les islamistes qui ont combattu la rébellion. C'est-à-dire quand les Ménélas proclament l'indépendance en mars 2013, déclarent l'État d'Azawad, 2 jours plus tard, Al-Qaïda attaque Gao et tombe tout près de la ville et déclare l'État islamique. C'est ça le récit en fait. Il n'y a pas eu l'État islamique tout de suite. Et ce récit-là, je trouve que la façon dont on replace les récits, dont on les surgit, est un des problèmes sur la question de la démocratie et la compréhension même géopolitique. Il y a une crise du sens, il y a une crise du récit, et que souvent le récit géopolitique qu'on mobilise manquait à la fois de profondeur historique, tronquait le récit et se concentrait beaucoup sur les questions sécuritaires. Je pense que la question sécuritaire seule ne peut pas permettre de comprendre les choses. On le dit, mais on ne le fait pas assez. Sur le chapitre sur la Tunisie, je l'écris à travers les yeux de mes 3 amis révolutionnaires. Il me semble que c'était important d'adopter cette sorte d'exercice de, comment on appelle ça, de se déplacer. Je pense qu'on comprend aussi, peut-être il y a beaucoup de journalistes dans la salle, je sais pas qu'est-ce qu'on voit. Un des problèmes que j'avais aussi, c'est que quand je regarde toujours en tant que journaliste, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut que je me déplace en fait, pour voir quelque chose que le journaliste ne voit pas. Et que je pense que toutes ces problématiques-là de fabrication du récit, de fabrication du discours sont la trame de ce travail de déconstruction. Il me semble qu'aujourd'hui, si un Kémy Séba mobilise, son discours porte, contrairement à ce qu'on dit, pour moi, ce n'est pas les réseaux sociaux, en fait. Les réseaux sociaux, c'est un moyen, c'est un outil. L'outil amplifie le discours. Mais le discours est travaillé à travers une généalogie. Cette généalogie remonte très loin. Pour moi, il y a Kémy Séba, parce qu'il y a eu faillite dans le panafricanisme. Le panafricanisme de Nkrumah et de Sankara n'était pas démocratique. Et ça fait une continuité par rapport au panafricanisme de Tchani, même si ce n'est pas la même chose. Autant Sankara, il y avait quand même une vision, voilà, il y avait une pensée. Mais sur la question démocratique, c'est un point aveugle. Je pense que c'est un point aveugle parce que le travail de déconstruction était très compliqué à faire, parce qu'en Afrique, on a besoin de mythes révolutionnaires pour mobiliser. Et quand on mobilise ces mythes, on ne laisse aucun espace critique. Moi, j'ai toujours prétendu qu'on ne rend pas service ni à Sankara ni à Cheikh Anta Diop en faisant des absolus. Parce que si vous lisez l'œuvre de Cheikh Anta Diop, il prépare lui-même son espace critique. Et qu'il laisse la place à la critique. Et qu'il l'a dit à plusieurs reprises, hein, que l'héritage, c'est de perpétuer par la critique, par la reconstruction de ce discours. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt des slogans assez évidés qui sont devenus... En fait, pour moi, tous ces néo-panafricanistes s'emparent du panafricanisme à cause de cette crise de non-évolution, à cause du fait qu'à force d'être répétitif, c'est devenu un slogan, c'est devenu très binaire. La profondeur historique n'y était plus. Et en fait, quand il émerge, le panafricanisme était un entre-deux. Moi, je me dis, début 2000, n'importe quel homme politique africain, vous le sonnez à 2 heures, vous lui dites c'est quoi votre projet, c'est le panafricanisme. Cellou Dalein est aussi, en Guinée, l'opposant est aussi panafricaniste qu'Alpha Condé. C'est vrai. En tout cas, sur le programme, hein, Ibeka était un grand panafricaniste. Et je trouve que c'est parce que, et ça c'est la partie la plus difficile du livre, parce que c'est là où les gens ne peuvent pas, c'est là où on ne peut pas discuter, où on ne peut pas élaborer. Par exemple, moi j'essaie de travailler sur le panafricanisme de Sankara, sur la question des frontières. Parce que ça m'a toujours frappé ce point aveugle de Sankara qui fait une déconstruction assez remarquable des frontières coloniales. Il n'en demeure pas moins qu'il fait une guerre avec le Mali pour défendre sa frontière coloniale. C'est quoi? Ces questions-là ne sont pas abordées, si vous voulez.
et qu'on se contente juste de mobiliser le panafricanisme contre l'impérialisme. Autant je suis d'accord que l'impérialisme est un sujet majeur, les rapports du monde sont inégalitaires, mais une fois qu'on a dit ça sur le cas de l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait du reste? J'assiste beaucoup au débat sur la France. Moi, je dis, OK, on est à peu près d'accord hein, sur la continuité de l'État colonial, post-colonial français, avec les mécanismes de domination et tout. On fait la critique. Est-ce que cette critique est suffisante? Non. Moi, il me semblait qu'aussi, en tant que journaliste, ça faisait partie des choses qui fait qu'on ne comprend plus. Une fois, j'étais à Dakar, je crois que c'était les ateliers de la pensée. Il y avait un universitaire, Abdourahmane Seck, qui avait fait un... Le thème, c'était la France en Afrique. Il avait fait un truc que j'avais trouvé audacieux. Il avait proposé dans sa communication qu'on enlève la France de l'Afrique et qu'on réfléchit à partir de là. Je trouvais ça intéressant comme exercice. Même si tout est lié. Mais je pense que là, faire du panafricanisme juste comme outil mobilisateur ou mythe révolutionnaire le dessert. Je pense que c'est bien plus riche. Et que, comme je le rappelle dans mon livre, les origines du panafricanisme sont nées dans une aspiration à la liberté, aux droits civiques, à la démocratique. Les conditions de naissance du panafricanisme sont démocratiques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je discute avec n'importe quel jeune, pour lui, panafricanisme, démocratie, voilà, c'est démocratie égale impérialisme. L'autre impensé aussi que j'essaie de saisir à travers l'histoire, et ça je mobilise l'histoire, c'est qu'au fond, je me rends compte que sur la question démocratique en Afrique, tout le débat, on mobilise le débat, il y a une partie toute la partie avant la rencontre avec la colonisation n'est pas versée au débat. Ça m'a surpris, moi. Ça, c'est une de mes surprises. Je ne suis pas historien, mais quand je me suis mis à aller chercher les formes démocratiques dans l'Afrique anticoloniale, à ma grande surprise, j'ai trouvé même qu'une forme comme la République, une forme parlementaire quand même. On découvre qu'au Sénégal, mon pays, avant la colonisation, en tout cas juste au début de la colonisation, le colon trouve une province qui fait sécession de l'empire du Cayor, qui proclame la République, qui abolit le truc, qui adopte le Parlement, le parlementarisme, et le chef est désigné par vote, avec une procédure d'impeachment. Je dis, mais je tombe sur ce truc, c'était une monographie de Hassan Silla, 1956 quand même, présence africaine. Donc je me dis que qu'est-ce qui fait que dans la réflexion, dans les années 50, ce type de travaux a été fait, et qu'aujourd'hui, dans notre débat sur la démocratie, on s'arrête comme horizon et limite la démocratie de l'Occident. C'est pourquoi je pense, et j'en finis là, c'est ma conclusion, je voulais même intituler le titre de ma conclusion, « Désoccidentaliser la démocratie ». Parce qu'il me semble, en fait, aussi bien au nord qu'au sud, c'est le même mécanisme. Autant ici, au nord, quand on dit l'histoire de la démocratie, en réalité, on parle de la Grèce, c'est l'histoire de la démocratie en Occident. Dans tout ce que j'ai lu de l'histoire de la démocratie ici, tel que c'est enseigné, on ne fait pas l'histoire de la démocratie, on fait l'histoire de la démocratie en Occident. Et que ce travail-là, ça m'a beaucoup aussi inspiré. Je voyais qu'en Asie, ils ont un peu plus fait le travail avec Amartya Sen, la démocratie des autres. L'Occident n'a pas inventé la liberté. Et que je pense que dans une des pistes de perspectives les plus intéressantes pour sortir de ces réflexions où on tourne en rond face à l'Occident, etc. Je pense qu'une des vraies avancées, c'est ça. C'est ce travail-là sur un espace qui est vierge. Et que je pense qu'il y a plein d'autres choses. Moi, en lisant comment il s'appelle, le Burkinabé Kizerbo, je trouve plein de choses intéressantes sur le mécanisme du scrutin, sur les garanties de l'élection. Et donc, il me semble que tant que nous ne faisons pas ce travail de reconnexion et que nous ne le versons au débat, il est évident qu'on est les alliés des antidémocrates de l'autre côté. C'est clair. En fait, il y a une forme d'alliance objective entre les anti-impérialistes, de fait, ça fait exprès, et les, comment dire, et les conservateurs d'ici qui pensent que bon, le savoir est blanc, etc. De fait, quand même. C'est incroyable hein, comment les radicaux, ou en tout cas les essentialismes se retrouvent. Ça m'a frappé dans les mécanismes de mobilisation du discours.
Et ça, c'est vraiment un point important. Et d'ailleurs, j'incite les historiens, et je suis assez dur avec eux, même je mobilise. Il faut travailler sur ce point qui me semble. J'ai assez parlé de façon assez vrac. Je vous laisse la parole, je pense que c'est mieux. Si Elgas vous parle, je vais le mouiller. Écoutez, voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas qui a... Ça va ? Moi, je veux bien porter le micro. Hein. Donc, première question. Qui se lance? Ah, il est là. Dominique. D'abord, c'était passionnant, donc ça n'a pas été trop long. Hein. Je pense qu'on a tous été je parle beaucoup, donc. Tu parlais de Kizerbo, c'était bien Joseph Kizerbo Je parlais de Joseph Kizerbo, grande conscience nationale, grand intellectuel burkinabé qui a fait l'histoire générale de l'Afrique, exilé par Sankara. Et qui a fini sa vie à Ouagadougou, où je l'ai rencontré. Oui. Et lui, ce qu'il m'avait expliqué, je me rappelle, c'est que en fait, ce qui manquait, c'était une synthèse. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il fallait une identité africaine, bien sûr qu'il fallait être panafricaniste comme une espèce d'antidote à l'impérialisme, mais ce qui manquait selon lui, c'était d'avoir une vision, une synthèse entre les différentes conceptions de la démocratie et de l'État. Alors ça me conduit à une autre question, une autre remarque, c'est, tu n'as pas parlé là, tu en as un peu parlé dans le livre, je crois, de la démocratie locale, villageoise, qui est quelque chose qui existe et qui est quelque chose qui a aussi existé en Asie. Par exemple, en Chine, il y a une tradition de démocratie villageoise qui est assez forte. Et ça conduit à l'idée que la démocratie, effectivement, n'est pas une invention occidentale. La démocratie, c'est dans la nature humaine, quelque part. À partir du moment où l'homme acquiert des connaissances, acquiert une capacité de délibérer, on peut se demander si la démocratie n'est pas justement plutôt dans la nature humaine, mais a besoin de se construire un peu aussi à la base. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que tu penses des perspectives de démocratie locale, villageoise ou autre, communautaire en Afrique? Alors, je parle d'histoire, mais je me méfie de nature. Moi, il me semble qu'il n'y a rien de... Je ne sais pas où commence le naturel ou pas. J'essaie d'être sur des choses plus objectives, c'est-à-dire sur l'organisation sociale. Il est évident que dans l'organisation sociale, oui, il y avait des formes communautaires, comme ils disent. Bon, je ne sais pas d'ailleurs, ça aussi, c'est quand c'est au sud, c'est communautaire, quand c'est ici, c'est démocratie participative. Cet écart de langage, je l'ai toujours trouvé assez intéressant, parce que ce qu'on appelle ici démocratie participative, hein, je me rappelle de Ségolène Royal en 2007 qui fait sa campagne dessus. Moi, je rigolais parce que les qu'on appelait communautés en Afrique, c'était une gestion comme ça. En fait, il y a une tradition de la collégialité. Alors, c'est là aussi où la nuance est importante et les questions, c'est complexe. Collégialité ne veut pas dire démocratie. En fait, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que l'Afrique anticoloniale était démocratique. Ce que je dis, c'est qu'il y avait des formes démocratiques très ancrées dans la société et qu'on n'a jamais reliées à l'indépendance, à la construction de l'État démocratique postcolonial. Donc, nos États, on est dans un continuum colonial. Et chose importante aussi, et sur laquelle je ferraille quand même beaucoup d'historiens, c'est-à-dire que je lis, et on le dit souvent, que l'État en Afrique est hérité de la colonisation, mais il y a quelque chose de très important, on n'hérite pas tout à fait du système de l'État français. C'est pas, en fait, l'État, par exemple, sénégalais, nigérien, né après 1960, c'est pas une copie de l'État français, parce qu'à l'époque, l'État français était connu pour... c'est un État démocratique, il y avait des élections, à un moment donné même, il y avait un système parlementaire qui se renversait tellement qu'il y avait une instabilité, quoi, d'où la Ve République. En 60, on n'a pas eu cet État. On a hérité de l'État colonial, raciste, antidémocratique, inventé, appliqué hors de la métropole. Donc, l'État, c'est pourquoi je dis toujours l'État colonial. C'est parce que la vérité, c'est que quand tu étais citoyen à Ouagadougou ou ailleurs de la communauté française, tu n'avais aucun droit, tu étais un sujet. Et quand tu étais je sais pas, en Normandie ou ailleurs, tu votais, tu avais des droits. Donc, c'est pas les mêmes États. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important
qu'il faut qu'on retravaille, parce que je trouve que ce discours a fait beaucoup de mal, et on le répète sans doute. Oui, on a copié nos États sur l'État français. On a peut-être copié pour des façons formelles les constitutions, mais l'État, parce que pour moi, la constitution et l'État, c'est pas la même chose aussi. On réduit trop nos États à nos textes, quoi. Pour moi, l'État, c'est l'administration, l'ossature de... Et ça, c'est important de rappeler ça. Il n'y a aucun lien entre l'État postcolonial qu'on hérite et les formes démocratiques d'avant. Alors, je critique beaucoup le Rwanda, beaucoup moins, mais je veux dire quelque chose de positif, je vais surprendre quelque chose sur le Rwanda. L'une des expériences les plus importantes que je trouve pendant ces dernières années, où face à un problème immense, le génocide des Tutsis, l'État rwandais était démuni. Ils ont fait quelque chose de très intéressant, je trouve, face à ce truc tellement gros. Ils ont fait des assises à l'université de Butare juste après le génocide, psychologue, intellectuel. Il y avait feu José Kagabo, historien, qui en parlait beaucoup d'ailleurs, école de hautes études en sciences sociales. C'est de cette rencontre des universitaires de Butare que surgit l'idée. Le Rwanda avait une question qui était nouvelle, qui s'est très peu posée. Comment on juge un génocide ? Sachant que le nombre de criminels, tu enfermes tout le monde, quoi. Et ils ont compris une chose, durant ce conclave de Butare, la justice occidentale ne va pas marcher. Ils en font le constat, première chose, avec les géos des anthropologues. En tout cas, la justice telle que faite sous l'aspect moderne. Et c'est là où ils vont chercher, avec les Kagabo, font un travail assez intéressant d'aller rechercher dans l'histoire rwandaise avant la colonisation, quel mécanisme pour juger. Et c'est là où surgit l'idée des gachacha. Et je pense que, quoi qu'on puisse dire du Rwanda, moi je me rappelle à l'époque, ils avaient fait une étude où on se rendait compte que si on voulait juger avec la procédure actuelle de justice classique, ça prendrait des centaines d'années. Je ne dis pas que c'était une bonne idée, les gachacha, il y a du bon, il y a du mauvais, mais de fait, ça a permis, par d'autres mécanismes qui ne sont pas nos mécanismes d'ici, la punition, l'enfermement, etc., à créer, en tout cas, un semblant de minimum pour pouvoir vivre ensemble. Même si on peut ne pas être d'accord sur les conditions de vivre ensemble. Mais voilà, je trouve que ce type d'expérience manque assez dans la réflexion aujourd'hui de comment on construit une vraie démocratie. De toute façon, ce qu'il y a, et ça c'est dans mon livre, la question démocratique est résumée en Afrique au temps électoral. Aujourd'hui, essentiellement. Les ONG, je ne suis pas sympa avec les ONG, c'est le premier. Société civile se mobilise. Les institutions, Banque mondiale, ONU, Union africaine, etc., on fait toujours la fameuse mission d'observation électorale à quelques mois et on fait l'élection s'est globalement bien passée malgré quelques instants, quelques incidents, etc., majeurs. C'est ce qui va se passer au Cameroun, on le sait là, c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, etc. Je veux dire, c'est que des questions de procédure. Pour moi, là, aujourd'hui, on ne débat pas de questions de démocratie, parce que pour moi, débattre des questions de démocratie, c'est ça. C'est comment on met en place des modes de participation plus inclusives. C'est ça, pour moi, la vraie question démocratique en Afrique. Elle n'est pas la question électorale. Je trouve que, vraiment, et ça, c'est important, quoi, la réduction de la question démocratique à la question électorale est un continuum que j'ai retrouvé à toutes les époques. Moi, j'ai regardé, Sédik est là, d'ailleurs. Je me suis amusé à regarder, il y a l'ancien là, Maman, ancien directeur de la télévision nationale, qui a fait un documentaire assez intéressant, que vous pouvez voir sur YouTube, où il résume les débats de la conférence nationale du Niger. C'est très intéressant, parce que vous voyez Youssoufou jeune, vous voyez Bazoum jeune, dans la conférence nationale en train de parler de démocratie et ce qu'ils sont devenus. Et c'est très intéressant, parce qu'une bonne partie de ces débats-là, quand je les ai revus, débattaient de la question du pouvoir. C'est-à-dire les questions de démocratie, donc de participation, n'ont pas été abordées. C'était, oui, Kounché, bon, il y a eu un gros chapitre sur les crimes, hein, comment absoudre Kounché, enfin, ces questions. Donc c'était un moment intense du point de vue émotionnel. Des gens ont battu leur coulpe, mais en revoyant, c'est pourquoi je suis très sévère avec les conférences nationales, hein, je trouve que
j'ai un chapitre de ce que, pour moi, les conférences nationales, c'est le début de la naissance de ce que j'appelle les fictions démocratiques. Aujourd'hui, pour moi, en Afrique, on est en fiction démocratique. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel pays, la constitution est démocratique. Je veux dire, il y a une commission nationale électorale indépendante, qui n'est jamais indépendante. On a sur les textes. Voilà, on fait des élections. Certains même sont très procéduriers. Et je trouve que et c'est marrant, hein, vraiment, ils peuvent être sur des détails de procédure. Donc l'élection a lieu et on a l'impression que chacun joue son rôle. C'est-à-dire les médias, je prends l'exemple, j'en parle beaucoup, de la première élection qui a eu lieu Tshisekedi face à Martin Fayoulou. Je sais pas si tout le monde... Moi, j'ai eu un gros moment de malaise en tant que journaliste. Parce qu'en privé, tout le monde te disait qu'il n'est pas élu. Tout le monde. L'Église, bon, les observateurs. Il se passait des choses bizarres. Il se passait des choses bizarres, vraiment. Je me rappelle toujours, et ça n'a jamais été élucidé d'ailleurs, la veille, juste avant la proclamation des résultats, l'informaticien de l'Union européenne qui expertisait le fichier était dans le même hôtel était dans le grand hôtel. Et le lendemain, on l'a retrouvé mort. Et puis bon, c'était un accident, c'était un suicide. Je sais plus. On ne sait jamais. Hein, on n'a jamais vu une dépêche AFP sec. Grosso modo, on voyait que les résultats de la SYNCO étaient l'exact. SYNCO, c'est l'Église catholique société civile qui avait et c'était vraiment intéressant parce qu'ils avaient quasiment 30 000 personnes qui observaient. Donc, ils avaient les moyens d'avoir les résultats parallèles. Et on voyait que les résultats parallèles, c'était l'exact contraire du résultat proclamé. Et que de toute façon, plus tard, quelques années d'ailleurs, le président de la CENI congolaise a avoué à demi-mot que voilà, l'élection était truquée. Mais ce qui est intéressant dans ce trucage, chacun joue son rôle en fait. On sent que personne ne veut que le système déraille. On sent que les institutions internationales se disent « Ouh là là, c'est quoi ?» Nous, on ne va pas prendre la responsabilité d'invalider l'élection. Par contre, on dégage sa responsabilité, quoi. On fait les formules, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on valide le vote. On le valide avec tous les pincettes, etc. On a les gros partenaires comme la France, où Jean-Yves Le Drian, je me rappelle, avait dit « Bon, l'élection est sujette à caution, mais il faut que l'Union africaine, à l'époque, prenne ses responsabilités. » L'Union africaine qui dit « Bah non, nous, on a globalement observé, c'est ce qu'on a observé. » Et en fait, chacun joue son rôle. En fait, les médias aussi se contentent de formules, voilà, toutes faites, quoi. Selon les résultats officiels proclamés par la CENI, il aurait gagné. Pour se dégager un peu. Et c'est ce que j'appelle la fiction démocratique. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Même au-delà de l'exemple du Congo, on a l'impression que oui, il y aura un contentieux électoral et qu'au fond, les acteurs, opposition, etc., malgré les troubles, vont s'entendre. Il y aura une stratégie de débauchage et qu'au fond, on va aller dans un continuum, quoi, gouvernement d'union nationale, etc. Et quand vous regardez sur le temps long, les 20 dernières années, on a eu beaucoup ça. J'en parle tout le temps. Le Tchad, c'est quand même intéressant. Tous les chefs de l'opposition étaient premiers ministres. Y compris même le dernier. C'est intéressant. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Et je pense qu'opposition, pouvoir, tous, participent de l'écriture de cette fiction où on fait semblant d'être en démocratie. Tout le monde joue à être en démocratie. Or, on sait très bien, et d'ailleurs, bon, c'est aussi le problème des journalistes, on entend beaucoup de choses, mais moi, le nombre d'hommes politiques africains opposants, tu discutes une fois les caméras éteintes, tout ça, ils te disent, bah, écoute, nous, on sait... On ne peut pas être président tant que l'armée n'est pas avec nous, etc. On se rend compte que dans certains pays, il y a un État, il y a un système profond qui désigne le président. Ça peut être l'armée, comme au Tchad ou en Algérie, où on sait grosso modo, il y a une entente de toutes les élites, qui n'est pas dite, hein, où c'est l'armée, in fine, c'est l'armée qui valide. Et qu'en amont de l'élection, il y a une validation, qui participe pas. Et puis, il y a les systèmes un peu plus sophistiqués, parce que dans les fictions démocratiques, ce n'est pas toujours le même niveau. Il y en a qui sont plus sophistiqués que d'autres. Je crois qu'il y a encore de la place au fond. Hein. Il y a de la place encore au fond. Il y a des systèmes plus sophistiqués que d'autres. Je me suis beaucoup bagarré avec mes compatriotes sénégalais, parce que moi, je fais partie des gens qui contestent l'expression modèle sénégalais. Hein.
Je pense que c'est surfait, même s'il y a de bonnes choses au Sénégal. On dit souvent que le Sénégal n'a jamais eu de coup d'État. Mais si, les coups d'État n'ont pas réussi. Il suffit de lire les mémoires de Diouf, quoi, où le chef de l'armée, général Tavares da Souza, a été démis pour coup d'État, etc. 62, on peut en débattre. Je vois que Ousmane est là qui a réalisé un film. En fait, l'armée n'a jamais été en dehors de l'espace politique. Ils y étaient. Je pense que... Et qu'au fond, vous prenez le dernier régime de Macky Sall ou le dernier régime d'Abdoulaye Wade, ce n'est pas l'élection qui fait qu'ils partent au bout de 2 mandats. Les gens l'oublient trop souvent. Wade, il a fallu une mobilisation, des morts, le pays était à feu et à sang. Le jour où il devait voter le changement de la Constitution le 19 mars, il a fallu qu'un député s'enchaîne sur les grilles de l'Assemblée. Ça revient à la question du récit. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines plus tard? Une fois que le peuple, au prix du sang, s'est mobilisé pour empêcher le coup d'État de Wade, parce que pour moi, le coup d'État n'est pas que militaire, ça aussi, je le dis dans mon livre. Au lendemain du coup d'État, parce que pour moi, le coup d'État, c'est la question de la légitimité, ce n'est pas la question des armes, donc il ne peut pas se présenter, il tente. Mais une fois que le peuple s'est mobilisé au prix de mort, je rappelle qu'il y a un jeune, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de procès à rien, un char l'a écrasé, Mamadou Diop, et que le peuple se redresse, il y a de très forts contre-pouvoirs au Sénégal, tout le monde se met, il va aux élections en fait, il y participe. Mais c'est la mobilisation qui fait qu'il ne peut pas en fait passer. Et que je pense qu'au fond, si l'entreprise était passée, l'histoire serait autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que l'élection a eu lieu, tout le monde a oublié que la tentative de coup d'État, quoi. On fait comme si Wade était parti, quoi. Moi, je vois des réécritures de l'histoire. Je me dis, c'est quand même incroyable, quoi. Aujourd'hui, on est capable de réécrire la question historique de façon avec des biais, je ne sais pas si c'est des biais idéologiques. Là, par exemple, récemment, il y a un colloque sur Abdou Diouf au Sénégal, et je voyais dire qu'Abdou Diouf a consolidé la démocratie, etc., comme s'il était acteur. Or, non. Il a été obligé par des conquêtes démocratiques. État d'urgence, émeute, assassinat du juge qui devait proclamer les élections. On l'oublie quand même, ce qui est assez grave. Quand même. Je trouve que la question des récits, on en revient toujours. Le récit médiatique oblitère, oublie, et c'est le récit médiatique qui devient un récit politique, et le récit politique devient sorte de vérité. Et je pense que c'est le problème qu'on a aussi avec tous ces néo-panafricanistes qu'on critique, etc. Je pense que, et ça je le dis toujours, oui, ce qu'ils disent est dangereux, mais quelle est la participation, quelle est la part de responsabilité collective pour qu'un certain nombre de jeunes à ce niveau aussi massif puissent y adhérer? Parce que moi je pense que les discours, on les coproduit. Autant j'essaie de déconstruire un discours, l'Afrique contre la démocratie, autant j'essaie de prendre ma part quand même en tant que genre. Je parle beaucoup des médias, j'ai un chapitre sur le double standard des médias. Je pense que la co-construction du discours est un élément de base et qu'en analysant le discours, on ne peut pas s'exclure, quoi. J'ai été très long dans les réponses, il faut que quelqu'un me modère. Sinon je vais parler toute la soirée. Gilles, c'est toi qui me modères, tu n'es plus là. Je ne fais que porter le micro. Il y a notre ami Makaïla. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que le scénario se répète? Moi, je dirais peut-être pas. Enfin, moi, je ne suis pas sûr que les scénarios se répètent. Les problèmes sont les mêmes. Après, les formes de réponse ne sont pas les mêmes. Certes, on retrouve dans le panafricanisme les éléments d'aujourd'hui, mais la façon dont les jeunes d'aujourd'hui s'approprient le panafricanisme n'a rien à voir, pour moi, avec la façon dont ces années-là, on s'appropriait. Le lien était plus politique, il y avait la question de la gauche, quelqu'un comme Fanon qui reliait ces questions-là. Aujourd'hui, un jeune africain, panafricaniste, gauche-droite, ils sont... La politisation n'est plus dans cette sophistication, la politisation est dans la colère. Et je trouve qu'un des livres que j'ai beaucoup aimé depuis les années 90, pour comprendre les révoltes africaines, parce que je trouve qu'il faut mobiliser cet angle mort aussi de l'analyse, c'est Célestin Monga, Anthropologie de la colère. C'est important de... En fait,
les dynamiques de politisation sont assez intéressantes. C'est-à-dire, moi, ma génération, quand j'étais à l'université, on se politisait, c'est vraiment intéressant, je le dis toujours, pas sur des questions qui sont de l'espace africain. On s'est beaucoup politisé sur le Proche-Orient, Kéfié. Arafat était sur le campus à Dakar, c'était une icône absolue, Che Guevara, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour des figures africaines dans la politisation. Moi, je rentre dans les manifs, on parle de Sékou Touré. Moi, ma génération, on connaissait Sékou Touré, mais à distance, si vous voulez. On se politise beaucoup sur des figures. Moi, je suis assez frappé par, même dans l'espace francophone, hein, on parle de Rawlings, etc. Je trouve que les... Et puis, ça aussi, c'est très intéressant. J'ai vu, début des années 2000, cette jeunesse née après 2000, c'est beaucoup politisé sur la question du franc CFA. C'est beaucoup politisé sur la question de l'impérialisme en France. Et j'en parle dans mon livre, j'ai une amie qui a fait un film, une histoire du franc CFA, Katile Ndiaye. Et en faisant le film, bon, j'ai travaillé avec lui à l'écriture du film, on s'est posé cette question, et je pense quand même que c'est le point de départ de ce film. Pourquoi nous, notre génération, ce n'était pas une question centrale? On savait qu'elle existe, hein. Je ne sais pas si les gens nés dans les années 80 ici, on n'était pas des manifestants anti-CFA, il faut l'assumer, quoi. On l'assume, on est tous d'accord. Qu'est-ce qui fait que, sur les raisons de notre colère, on les manque, on les rate, quoi? Moi, je n'ai pas de réponse, mais c'est une vraie question. La politisation sur la question monétaire. Après, moi, je pense, peut-être que c'est un de mes débuts de réponse, c'est parce que ces questions-là sensibles, qui ne sont pas porteurs, ont été délaissées. C'est là où je suis d'accord avec vous, par les élites. La question du courage intellectuel, malheureusement, elle est partout, quoi. Ici, en Europe, etc. Les questions qui fâchent ont été mises de côté, en fait. Et malheureusement, puisque les historiens, les universitaires n'ont pas investi la question, ou ils l'ont investi avec un langage tellement technique et peu dépolitisé qui n'était pas accessible, bah, Kévissé va y arriver. Hein. Non, mais c'est vrai, il faut aussi... Je pense que c'est par l'absence aussi de courage des élites à s'emparer de cette question-là que Kémy Sebal s'en empare aussi, même s'il dit beaucoup de conneries dessus. Et voilà, ça, c'est là où je suis d'accord avec... parce que moi, je ne suis pas d'accord sur une partie de ce que vous dites. Le travail a été souvent fait, en partie, honnêtement. Moi, par exemple, quand je parle des formes démocratiques avant la colonisation, je me rends compte que ce qui existe comme travaux, c'est les années 50. C'est-à-dire, c'est la génération de Cheikh Anta, 40-50, où je pense qu'il y a eu une forte mobilisation sur ces questions, grâce notamment aux travaux de Cheikh Anta, qu'il fallait chercher quelque chose. Mais depuis, je constate qu'il y a une rupture. Le document que j'ai trouvé sur la République Lébou, le seul, c'est Hassan Silla, 1956, présence africaine. Et que derrière, j'ai pas eu autre chose. Et là, je suis d'accord. Alors, j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire sur Gobineau et tout, mais en fait... La racialisation de Tutsi en fait, c'était plus en Afrique centrale. En fait, pour moi, alors et j'y réponds. Quand je parlais de crise des grilles de lecture, moi, une des choses sur lesquelles je me suis beaucoup appuyé et qui m'a beaucoup révolté en étant étudiant en France, c'est de l'ethnologie et de l'anthropologie. Parce que je voyais que, oui, Rouge fait des choses magnifiques, mais en même temps, comme disait Samba Félix Ndiaye, il nous filme comme des animaux, comme des insectes. Il y a une déshumanisation de l'autre. Quand je vois Depardon, Afrique, comment ça va, la douleur, j'étais choqué quand j'ai vu le film, en tant qu'Africain. C'est-à-dire l'Afrique n'était le prétexte que d'un propre égotisme, d'une éloge de sa personnalité d'Occident qui traverse l'Afrique parce qu'il a eu une déception amoureuse. C'est beau peut-être, je ne parle pas du point de vue artistique, hein, ça c'est autre chose. Je trouve que l'ethnologie, l'anthropologie, et tout à l'heure je disais que je travaillais, j'avais entrepris une thèse il y a longtemps que je n'ai pas fini,
Mais c'était une thèse qui s'appelait Contour rouge. C'était ça. Et parce qu'aujourd'hui, à l'époque, je voyais ce qui s'écrivait. Bon, notre ami, j'ai un ami qui était l'ancien assistant de Rouche, il n'est pas là, Boris. J'ai eu des débats très très difficiles. Bon, je dis, mais Rouche père du cinéma africain, d'où? Et d'où il est le père? C'est-à-dire, pour moi, le cinéma, c'est un regard. Et il n'invente pas le regard africain, on essentialise. Oui, il a la technique de l'occidental qui vient, qui a fait ingénieur pour un chaussée, mais ce que je vois, il ne l'invente pas, quoi. Tu vois, et d'ailleurs, ma thèse, c'était Jean Rouche, une construction du regard. Il construit un regard d'occidental. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais là où c'est problématique, c'est qu'on dit dans les livres, y compris d'histoire du cinéma en France, je ne sais pas si vous en avez ici, il est le père du cinéma africain. C'est la même question que sur la démocratie. On n'arrive pas sur des terrains incognito, là où il y a humain, il y a regard, il y a mode social, il y a mode d'organisation. Et c'est là où je suis d'accord avec vous, la question de la production du savoir tel qu'il est fait. En fait, il y a des rapports de force dans le savoir aujourd'hui, quoi, dans les sciences humaines. Voilà. On peut lire encore ce type de choses. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Rouche, père du cinéma africain. Et moi, à l'époque, j'écrivais, mais d'où il invente le regard de l'Africain? C'est vrai que l'Africain n'avait pas le caméscope. Il avait un regard, il avait une sensibilité, il avait... Et je trouve que sur ces questions-là, moi, je suis assez intraitable. Et je suis comme vous. Oui, je pense qu'une des vraies questions, c'est la question du savoir, la question de... Moi, malheureusement, c'est le mot que je peux utiliser, la désoccidentalisation du savoir et des formes du savoir, pour réuniversaliser. Et Bachir Diagne a fait ce travail remarquable. L'universel est occidental. Et je pense que le rejet aussi de la démocratie, au fond, et je le dis toujours d'ailleurs, il y a un sondage qui est assez intéressant qui s'appelle Afrobaromètre, une sorte qui est sorti là, où les ONG mesurent beaucoup de choses, y compris le taux d'adhésion à la démocratie des Africains. On fait des larges panels, c'est hyper intéressant. Et en fait, une fois j'ai pris le questionnaire méthodologique, en fait, je leur ai dit c'est très simple. Faisons un test très intéressant. Vous dites à un jeune à Bamako, à Ouaga, ou même quelqu'un d'assez âgé, vous dites est-ce que vous êtes pour la démocratie? Non. Par contre, si vous lui dites est-ce que vous êtes pour que vous choisissez vos dirigeants vous-même en toute transparence, il vous dit oui. Parce qu'en Mossi, le mot démocratie n'existe pas. C'est un concept occidental. C'est-à-dire, on confond aussi le rejet de l'occidentalité du concept pour ce qu'il est. Moi, je n'ai jamais vu d'Africains. Ils disent non, nous, on veut être enchaînés, pas de liberté, etc. Jamais vu. Jamais vu d'Africains qui me disent nous, nos dirigeants, on ne peut pas choisir. J'en ai pas encore vu. Mais je pense que c'est aussi une question de j'aime pas le mot décoloniser le savoir. Hein. Moi, l'histoire de décoloniser partout. Pour moi, le problème, il est des deux côtés, en fait. C'est pas un côté... parce que aussi, ce que j'aime pas dans cet esprit du mouvement décolonial, il part toujours du Nord, quoi. Le savoir est du Nord, il faut le sortir. C'est pourquoi j'aime pas le mouvement décoloniser le savoir. Non, je pense qu'il faut réintégrer ces savoirs-là qui existent. Il faut rééquilibrer, quoi, dans la fabrique du savoir et du discours. Cédic. Ah, bon, enfin... Cédic, Liévin... Ah bon, allez, Cédic. Après Liévin, après quoi? Merci pour ce livre qui te ressemble beaucoup. Ah bon? Je ne sais pas si c'est un compliment. Merci pour ce livre qui te ressemble beaucoup et on se délecte à les lire toujours. Je voulais revenir sur la question de la déception démocratique, puisque tu l'as abordé. Lorsque en novembre 2013, on s'est retrouvé à l'hôtel de l'Amitié à Bamako, il y avait justement une espérance que l'élection de IBK avait suscité au Mali chez les jeunes. Et tu dis que 20 ans après, quand on revient, on vit une certaine déception envers la démocratie. Est-ce que il n'y a pas une confusion, justement? Parce que
l'arrivée de Ibeka a suscité une grande espérance. L'arrivée de Issoufou, dont tu parles, a suscité une grande espérance au Niger. Nous avons été témoins de son arrivée. Mais dans la pratique et dans les comportements que ces élites politiques ont eus, la démocratie a été presque vidée de sa substance. Parce que, globalement, pour les jeunes, elle a servi à enrichir les élites. Issoufou est sans doute l'homme le plus riche du Niger. Il n'a jamais eu une entreprise. Et si je vous le dis, c'est que c'est documenté, il a beaucoup d'argent. Et comment il a eu cet argent? Que par l'exercice de pouvoir. L'entreprise démocratique. C'est la plus grande entreprise de nos élites. Est-ce qu'il n'y a pas la démocratie chez les jeunes une tendance à rejeter la démocratie du fait du comportement des élites? Ce n'est pas l'idéal démocratique lui-même qui est rejeté, mais le comportement des élites qui les amène à considérer que la démocratie a échoué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je pense qu'il y a peut-être une différence d'appréciation à ce niveau, et il faut assumer sans doute les différences d'appréciation. Je pense que si la démocratie elle-même, ses valeurs, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, la séparation de pouvoir, et tout ça est universel, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir dans le contexte de leur application? Je donne un exemple. Je ne suis pas sûr que aujourd'hui, si on introduit le vote électronique au Niger, ça marcherait. C'est quelque chose de démocratique, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'adaptation, justement, de la démocratie au contexte, sans qu'on tombe dans le relativisme que tu dénonces? Par exemple, je donne un autre exemple très concret, et je vais m'arrêter là. Moi, personnellement, j'ai un problème avec le multipartisme intégral. Vous savez, avant le coup d'État du 26 juillet au Niger, il y avait 172 partis politiques. Est-ce que ça correspond à l'offre démocratique? Est-ce que ça correspond à l'offre politique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, par exemple, avec la question du multipartisme intégral? Il y a, au Congo RDC, puisque j'avais fait le travail là-dessus, c'était 400 partis. Et au Niger, l'année 2020, il n'y a eu que pour l'année 2020 la création de 40 partis politiques. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une année électorale et qu'il faut créer son parti politique, apporter son soutien au président et avoir un poste ministériel. Merci. Bon, on a un désaccord sur ce dernier point, mais je pense que le désaccord n'est pas sur le constat. Qu'il y ait trop de partis, oui, sans doute, mais pour moi, ce n'est pas la conséquence de la démocratie, en fait. C'est la conséquence de l'incapacité même à construire de vrais régimes qui fonctionnent de façon démocratique. Puisque c'est devenu de l'entrepreneuriat, pour moi, ça, et c'est pourquoi je dis qu'il faut désélectoraliser la question démocratique. Parce que quand on crée une petite boutique de partis politiques, c'est pour avoir accès aux ressources, en fait. On crée un parti en Afrique, pas pour participer, on le sait tous, on crée un parti pour avoir accès aux ressources et aux positions. Et je pense que c'est parce que le système démocratique a une anomalie qu'on a cela. Je veux dire, dans les pays où le système marche plus ou moins, tu n'as pas cette inflation de partis. C'est-à-dire, moi je trouve que, moi je suis très, comment dire, pour moi, Suédois ou Maliens, c'est la même chose, hein, à peu près, quoi. Je veux dire, les êtres humains sont partout pareils, ils veulent accéder aux ressources, mais en Suède, tu sais qu'en le créant, bon, tu as tellement d'obligations que je pense que même si tu vas avoir de l'argent, mieux vaut éviter de créer un parti politique. Que déjà, au nom de la transparence, tout est bien, on peut aller sur Internet, savoir ce que tu as, combien tu gagnes, etc. Et donc, je veux dire, en Afrique, et c'est pourquoi j'utilise le terme entrepreneur politique. Ce que tu viens de citer là, les Issoufou, toute cette génération-là, pour moi, c'est des entrepreneurs politiques, quoi, surtout. La politique est une entreprise comme une autre. Et je pense que c'est l'entreprise en Afrique où on peut le plus gagner d'argent rapide et avoir une ascension sans mérite. C'est vrai, quoi. Et là où et c'est ça notre différence. Moi, je pense que c'est une des maladies. C'est juste que c'est parce qu'on est dans des fictions démocratiques, dans un jeu d'ombre, que pour participer, on crée autant de partis. Donc pour moi, c'est un épiphénomène. C'est pas, quand je vois toujours que ça soit au centre du débat, ok, on peut limiter les partis politiques, il n'y a pas de problème. On peut décider, comme le Sénégal l'a fait en 1974, Senghor, 4 partis politiques, chaque parti un courant. Mais ça n'a pas réglé la question de la pratique. Question essentielle pour moi, la démocratie, c'est une question de pratique, d'abord. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre très dur avec ce que j'appelle la tragédie des opposants historiques.
Gbagbo, Wade, Condé, tous, et ça je suis très à l'aise parce que je le dis jusqu'à présent d'autres opposants, moi j'ai une hypothèse, j'ai une théorie. Quand on n'a pas une pratique démocratique, quand on est dans l'opposition, on ne l'aura pas quand on est au pouvoir. Pour moi ça, il n'y a rien à faire. Abdoulaye Wade a caporalisé le Parti démocratique sénégalais. La moindre dissidence, il leur dit sortez, c'est mon parti. C'est le mot qu'il disait, c'est mon parti. Mais pourquoi vous voulez, nom de Dieu, il arrive au pouvoir, devient un démocrate à 74 ans? Non mais, je veux dire, c'est comme Alpha Condé, quoi. Mais le parti est un patrimoine, quoi. Les gens disent mon parti, ça m'appartient. Et quand tu n'as pas des opposants qui n'ont aucune pratique démocratique, dans la pratique politique, ils ne l'auront pas. Moi, ça, je ne me suis jamais fait d'illusions. Quel que soit par ailleurs le discours flamboyant, etc., moi, je regarde toujours, et je trouve que c'est un bon baromètre, la façon dont, quand on est de l'opposition, quelle pratique politique qu'on a. Pour moi, c'est vraiment le baromètre parfait, quoi. Et donc, je suis très pessimiste, par exemple, sur la génération d'opposition actuelle que je vois en Afrique. Parce que je vois comment ils gèrent cette façon de faire de la politique quand ils sont dans l'opposition. C'est incroyable. Et d'ailleurs, même sur la question du souverainisme, moi je connais beaucoup d'opposants souverainistes. Alors ça c'est hyper drôle. Dès que je leur tendais le micro, c'est content de parler à TV5 pour pouvoir dire nous on appelle la France pour ceci, cela. Alors que dans son programme là, on figure en grande partie le truc anti-France, il faut que la France ne se mêle plus de nos affaires. Et dès qu'il y a un problème, on en appelle à la communauté internationale. Ça, vous voyez, tous les communiqués d'opposants, c'est ça. On va internationaliser la lutte. Donc, ça participe aussi du jeu d'ombre que je dis. Et je suis content que tu rappelles le cas du Niger et le cas du PNDS et du Youssoufou. Moi, il fut un temps où c'était un peu plus compliqué de critiquer Youssoufou. J'ai passé un sale moment parce que j'avais eu le malheur de dire qu'au Niger, je pense que c'est pas... L'exemple de démocratie qu'on dit de Youssoufou, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un État PNDS. Pour moi, l'État parti est une forme aussi de contournement de la démocratie. On m'avait répondu à l'époque, mais Furax, oui, tu as vu, il y a des élections, etc. Et en fait, c'est toujours la même réponse. Et c'était la seule critique, enfin tous, hein, t'as tort, il a gagné les élections, mais il a gagné les élections dans quelles conditions? C'est comme quand on me dit, Macky Sall avait gagné les élections, oui, mais... En Afrique, ces dernières années, on a vu quand même qu'il y a une sophistication, l'instrumentalisation de la justice pour éliminer par des moyens légaux son adversaire est un problème démocratique. Même si, je le dis encore, les moyens sont légaux. C'est-à-dire quand on élimine, comme on le fait, Ouattara, on mobilise les moyens de la légalité parce qu'on est au pouvoir et qu'on a l'appareil, je pense que l'élection n'est pas démocratique. Et c'est un problème parce que dans le langage journalistique, je sais pas, moi ça m'a toujours étonné qu'on ne dise pas certains mots. Moi, chaque fois que je dis que ces pays ne sont pas démocrates, les gens sursautent. Lui, il sait. Moi, je dis que le Cameroun est une dictature. Si, c'est une dictature. Ouais, il y a eu 7 élections, on m'avait répondu. Quelqu'un m'avait dit, il y a eu 7 élections. Je dis, et alors? Non, mais c'est une chose. Et je pense qu'il faut qu'on dépasse. C'est pourquoi je suis très prudent sur la question de mon pays quand on dit modèle démocratique. J'enlève le modèle. Le Sénégal est une démocratie, mais ce n'est pas exemplaire. Parce que les journalistes, on ferme les journaux, les opposants, on les embastille. Quand tu es comme Macky Sall, tu peux faire une élection en éliminant tous les opposants, en lançant des rapports d'audit, etc. en fait. Donc je pense que les contre-pouvoirs ne marchent pas assez pour pouvoir le faire ça. Et donc, il faut qu'on arrête de jauger la question démocratique avec la question électorale. Évidemment, si on jauge qu'à la question électorale, le Sénégal, c'est un modèle. Non, c'est pas un modèle. C'est une démocratie en construction. Pour moi, le modèle, il est plutôt à côté du Sénégal. C'est le Cap-Vert. On me dit que le Cap-Vert, c'est un modèle parce que j'ai vu une élection en 2008, deuxième tour, Pedro Pires gagne, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était lui. 11 voix d'avance. 11 voix. Il devient président de la République parce qu'il y a 11 Cap-Verdiens de plus. Il n'y a pas eu de guerre civile. Pas de truc. Et je rappelle qu'ici, là, quand Jean-François Copé avait eu un écart très serré, ça s'est fini au tribunal et en bastonnade. Donc, je veux dire, je trouve qu'on...
Et voilà, je trouve qu'on mythifie un certain nombre de choses. C'est pour ça, dans mon livre, je parle de mythes. Le livre est construit en certains... Le premier paragraphe, c'est tous ces mythes-là qu'on a construits. Et je le construis comme ça. J'essaie d'adresser les mythes, de dire pourquoi ils sont mythes. Et je pense que les mythes aboutissent à un déni. Le déni aboutit au péril aussi qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi, il y a un péril démocratique en Afrique parce que autant dans les années 70 ou dans les années 90 jusqu'à 2000, on faisait un coup d'État. On était dans une promesse. On disait oui, on est en transition. Aujourd'hui, c'est chose inédite. Les gars, ils ne cherchent même pas à faire de transition. Ils disent, on a voté, on a 5 ans de mandat non renouvelable. Si on juge que la situation, et c'est eux qui jugent, quoi. C'est inédit, quoi. Au Burkina, c'est ça. On a 5 ans s'ils jugent que la situation s'est améliorée. Niger, même chose. Et pour moi, ça a été une des alertes, quoi. Et qu'il n'y a pas eu tant que ça moi, j'étais surpris, quoi. Le niveau d'indignation par rapport à la gravité des choses, je me suis gratté, je dis, OK, bon. Et ils l'ont fait, hein, bon, proclamé président, chef d'État. Et tu vois, ça, quand même, on pousse le truc plus loin. Et c'est ça que j'appelle l'Afrique contre la démocratie. C'est cette Afrique-là. C'est-à-dire, il n'y a plus d'agenda, c'est ouvert, quoi. Ils vont dire, le problème, c'est la démocratie. Encore une fois, et c'est là où je suis d'accord avec Sédic sur ce qu'il dit, ou sur sa toute première question, évidemment que je suis d'accord. Je pense qu'on se trompe de cible, en fait. Pour moi, la colère de la jeunesse, elle est légitime, mais ce n'est pas une colère contre la démocratie, c'est plutôt une colère contre les détourneurs de la démocratie, en fait. Parce que les systèmes qui ont été mis en place, ils étaient totalement antidémocratiques, en fait. La démocratie n'était juste qu'un prétexte. On sait qu'il n'y en a pas eu. Et malheureusement, c'est cette confusion-là sur où on adresse la colère, quoi. Et je suis sûr que... Et ça, c'est très intéressant quand tu me dis que, par exemple, il faut autre chose. Moi, j'ai fait des débats avec ceux qui me disent, je vois la question que tu veux. Moi, je pense que la question de l'adaptation, de la démocratie. L'exemple que tu donnes, pour moi, ce n'est pas un problème démocratique, on vote électronique ou pas. C'est une question technique. Peu importe la façon dont on vote, ce qui est important, c'est de prendre en compte l'avis de la personne. Et en fait, il y a deux choses. Les gens qui disent qu'il faut adapter la démocratie aux valeurs africaines, j'ai eu des débats avec eux, ils ne me disent jamais à quelle valeur exactement. Quand je leur dis, vous l'adaptez, ça veut dire quoi? On ne vote plus? Tirage au sort? Je veux dire, et en fait, un des premiers trucs qui m'a fait c'est qu'il y a, quand on pousse, il n'y a rien, l'adaptation, voilà. Par contre, quand je retrace l'histoire politique récente, les tentatives d'adaptation ou d'authenticité, c'était des dictatures. C'est Mobutu au nom de l'authenticité, c'est une dictature. C'est la Centrafrique, Bokassa. C'est le Tchad de Tombalbaye. Donc d'un côté, ce discours est dangereux parce que d'un côté, on a les expériences d'adaptation, ce qu'ils ont donné, tout le monde est d'accord. Et de l'autre côté, les tenants de cette nouvelle théorie ne nous disent pas réellement c'est quoi l'adaptabilité, l'adaptation et à quelle valeur. Moi, si on me répond à ces deux questions, je peux discuter, mais à chaque fois... Et Dieu sait que j'ai accepté des débats avec... j'ai fait un space avec Maître Konaté où il y avait un jeune qui avait lu le livre qui dit ouais, non, il ne faut plus d'élections, plus de démocratie. Et le débat devenait difficile quand je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait à la place? Il me dit oui, par des révolutions. Ok, mais tu fais la révolution, tu vas refaire une révolution, et puis une révolution n'est pas spontanée. Donc en fait, moi j'aimerais bien qu'on me dise la question de l'adaptation aux valeurs africaines, c'est lesquelles en fait? Est-ce que c'est ce que fait, bon, ce que semble dire notre ami Alain Foka, est-ce que c'est ce que fait le Togo de Fort Gnassingbé où on hérite par le père? Non mais je pose la question parce que bizarrement ceux qui sont les tenants de cette thèse soutiennent ce type de régime. Même s'ils le... Voilà, donc en fait, c'est une chose de dire il faut adapter la démocratie, c'est une valeur africaine, mais il ne suffit pas de le dire aussi. Il suffit de donner chair à ça et je ne vois pas la chair. Tu vois, oui, bien sûr, il faut adapter les modes de vote, électronique ou pas, etc. Après, je pense qu'il y a une vraie question. Et ça, je ne le nie pas. Il y a la question
de la citoyenneté. Pour moi, en Afrique, et ça rejoint la question de l'école, il y a un problème de citoyenneté. C'est-à-dire vous ne pouvez pas construire un État sans une sorte de fabrique des citoyens. C'est-à-dire si je n'ai pas ce sentiment d'appartenance et d'identification, il y a un problème. Il y a un problème. Et pour moi, je pense là, il y a un vrai travail à faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État est tellement affaibli, le système est tellement détourné, qu'on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'espaces, quand j'ai un contentieux, je ne vais pas aller voir la justice. En tout cas, la justice de l'État. Je préfère aller voir le chef de village. Parce que il est garant d'une certaine confiance, etc. Je pense qu'il y a une vraie crise de confiance du citoyen dans beaucoup de ces pays par rapport à l'État. Parce que pour moi, et c'est le terme que j'utilise, on a construit des États prédateurs. L'État, le citoyen a peur de l'État. J'en avais longuement parlé avec Cédric parce que ça m'avait frappé. J'étais parti. En fait, Gao, c'était Gao, je crois. Donc les djihadistes occupent le territoire, les Français libèrent. Les magistrats reviennent. Donc je me rappelle, j'étais un certain Diko, je crois. En fait, il y avait un programme pour accompagner l'État malien pour que les juges et l'État reviennent. L'ONU, tout ça, ce qu'on appelait le programme de retour de l'État. Et je crois que c'était à Gao, au village près de Gao. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, pour les sécuriser, vous allez dans le village, le commissaire, le juge, le préfet occupent une même maison et on les protège. Je crois que c'était un magistrat qui va aller emprunter aux commerçants du coin. Il prend des bons, etc. Il revient, le commerçant lui demande de payer. Il dit « j'ai pas l'argent ». Le commerçant revient 2-3 fois. À un moment donné, le commerçant lui dit « va te faire… » Le juge, le magistrat lui dit « va te faire… je te paye pas, qu'est-ce que tu peux faire ?» Sachant que le commissaire est là, il dit « le commissaire, c'est la chambre d'à côté, qu'est-ce que tu peux faire ?» Et vous savez ce que fait ce monsieur? Il sort, bon les djihadistes sont pas loin, il sort, il va voir les djihadistes, qui avaient un juge, et ils enlèvent le magistrat. Il lui dit, si vous ne payez pas, on vous tue, etc. Et il paye. Et pour moi, ça m'avait traumatisé ce truc. Je me dis, là, on est à un continuum, quoi. Un totalitarisme soit renvoyé. C'est-à-dire, les gens ont tellement peur de l'État central que, à l'époque, je voyais que ce qu'ils appelaient la politique de retour de l'État au niveau des citoyens, c'était une forme de peur. Hein. Parce que moi, j'ai assisté plusieurs fois à des scènes surréalistes. Arrive à un checkpoint, baf, on s'arrête. Les bonnes femmes du village qui font la navette, ils ont toutes les provisions, le lait pour aller vendre au marché. Les militaires se servent. Après, il dit reprenez. Ça, c'est l'État. Ils le font au nom de l'État. Ils ont ce pouvoir-là. Donc, la question de l'État est une vraie question. Pour moi, ce n'est pas la question de la démocratie en soi, c'est la question de l'État. C'est-à-dire, on a construit un État qui est contre les citoyens. Autant je peux dire l'Afrique contre la démocratie, mais on peut dire les citoyens contre l'État en Afrique. Je voyais plein de… ouais. Pour que je puisse donner la parole… Allez, je vous laisse donc modérer. Un maximum de personnes. Je vais parler moins. Le débat qui est passionnant, c'est l'heure qui avance. Permettez-moi de vous dire que j'ai choisi 2 ou 3 questions et essayez d'être le plus bref. Je vais être court, promis. Alors, vous voulez, attendez, 2 Liévin. et 3e. J'en ai déjà 3 personnes. Allez-y. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir tout le monde. Merci Ousmane pour cette réflexion à laquelle tu nous invites. En lisant le titre du livre, j'avoue que j'ai tout de suite tiqué quand j'en ai vu la promotion et quand je le revois sous mes yeux ce soir. Pourquoi? D'abord parce que, et ça m'amène à la première question que je voudrais poser. Est-ce que tu ne crois pas que la démocratie, elle souffre d'une part d'une difficulté à cerner la notion et d'autre part d'une matérialité concrète? Ce que je veux dire par là, c'est la démocratie, c'est la décision prise par le plus grand nombre. Ok. Mais le but de la démocratie, ça reste quand même, c'est un mode de dévolution du pouvoir et c'est quand même une possibilité de décider, un moyen. Et donc c'est un outil parmi d'autres. Et parler de la démocratie, c'est déjà prendre le parti selon lequel il ne peut pas y avoir
d'autres mécanismes de dévolution du pouvoir. Ce qui nous intéresse avec la démocratie, c'est que, a priori, on pense que la démocratie y dégage une légitimité. Excuse-moi de te couper, les autres mécanismes, tu penses à quoi? Mais il peut y avoir d'autres mécanismes. Enfin, le coup d'État, la monarchie. Aussi. Non, mais je dis pas, je suis pas en train de dire que c'est bien. Non, mais je veux juste comprendre, en fait. Non, mais les autres mécanismes, ça peut être une dévolution monarchique, par exemple. Donc c'est pas, tu choisis pas en tant que tel. Bref, donc je dis que quand on parle de démocratie, il faut qu'on accepte l'idée qu'il y a d'autres mécanismes. La question, c'est est-ce que ces mécanismes sont légitimes? Moi, ce que je réponds, c'est... Allez-y. En fait, j'entends, enfin, j'ai beaucoup eu cette critique. Peut-être que tu n'as pas encore lu le livre, mais dans le livre, je fais un tableau très simple. Très simple. Il faut qu'on en revienne aux faits. S'il faut un régime fort et sur la continuité, ton pays, la Guinée, s'est côtouré 26 ans de régime fort. On ne peut pas faire plus fort que Sékou Touré, quoi. C'est-à-dire, il faut se dire une chose. Quand vous prenez depuis 60, moi j'aime bien les petits tableaux, c'est-à-dire les pays qui ont eu des régimes dictatoriaux forts, avec un pouvoir centralisé, ont été majoritaires, en fait. Dans l'Afrique post-indépendance, c'est la dictature qui est la règle, la démocratie l'exception. On l'oublie trop souvent. Donc, si on me dit qu'il faut des régimes forts, bah, je dis évaluons les régimes forts qu'on a. Même celui, j'ai un chapitre sur le Kagame, parce que beaucoup me disent effectivement il nous faut un Kagame chez nous, donc j'essaie de comprendre, il nous faut une dictature éclairée, etc. Et en fait, j'essaie de prendre les fameux indicateurs, les rapports de tous les Kagaméphiles, et j'essaie de le comparer à un certain nombre de pays en Afrique qui ont opté pour des régimes totalement démocratiques. Et surprise, un pays comme le Cap-Vert est plus performant économiquement que le Rwanda. Un pays comme Maurice, système parlementaire, on peut tout dire, le premier ministre change, etc., fait de meilleurs résultats que le Rwanda. Botswana fait de meilleurs résultats que le Rwanda. Après, je pense que le Rwanda a un meilleur soft-taux. On achète Arsenal, on a un truc. Je pense que c'est une question politique, quoi, d'exporter. Il y a une politique de l'image. Mais je ne suis pas sûr. Et encore que le Rwanda est hyper particulier, tu vois, c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui a connu un génocide, le génocide des Tutsis, etc. Mais hormis le Rwanda, vous comparez les régimes, la question de la longévité. Celui qui a le plus de longévité aujourd'hui, c'est Obiang. Il y a de la stabilité, il y a des richesses. Donc moi je trouve que les faits, moi je veux bien que les gens me disent oui, il nous faut des régimes longs, sur le temps, durs, qui ont tous les pouvoirs, mais en réalité on les a et ça ne développe pas nos pays. Je peux citer Ben Ali aussi dans une moyenne. Enfin, donc ça, je pense que les faits, le truc. Par contre, j'ai une certitude, et je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens d'opposer développement et démocratie. C'est un vrai piège, en fait. Tu cites Singapour, etc., mais je peux te citer plein d'autres pays, quoi, nordiques. En fait, la vérité, c'est que beaucoup de pays sont développés en ayant des systèmes démocratiques. Maintenant, je reviens à une question pour répondre à Liévin, j'en profite. En fait, tu ne m'as pas encore lu, hein, mon ami. Non. Parce qu'en fait, je commence par ça. Moi, je ne fais pas un livre pour défendre la démocratie. La démocratie n'est pas une fin en soi. Elle est imparfaite. Je commence mon livre par Gonzalo Vallon. C'est un inachevé, c'est imparfait, etc. Donc, je n'ai pas d'absolutisme démocratique. Je suis le plus critique. Le livre, c'est sur la crise de la démocratie en Afrique. Donc, je ne suis pas... Tu vois, il faut qu'on parte de là, parce que je trouve qu'on peut perdre du temps sur les débats théoriques, etc. Oui, ça peut être intéressant, mais mon livre n'est pas sur la théorie démocratique, c'est sur le détournement de la démocratie par une pratique. Mon livre, c'est sur une pratique du pouvoir, et qui, pour moi, la conséquence, c'est l'appauvrissement du continent, l'obsolescence des droits, et surtout, c'est pourquoi je parle de péril, des centaines de milliers de morts. Parce que aussi, derrière tout le débat théorique, c'est qu'on a des régimes qui exterminent, qui tuent, qui enlèvent, qui ferment. C'est ça la réalité. Pour moi, et ça aussi, ça me permet de répondre à Nicolas. Moi, j'écris un livre, alors, le titre peut être trompeur, je ne fais pas un livre sur l'Afrique. Hein.
Je fais un livre sur l'Afrique contre la démocratie. Je fais sur un discours, ce que je disais, les pays-là, tous ces pays-là qui ont décidé de dire on a un projet ouvert contre la démocratie. Je pars de là. Et je le construis toujours à partir... Bon, on me dit toujours pourquoi tu n'as pas parlé de tel pays, tel pays. Alors moi, c'est très simple. Je parle des pays que j'ai suivis, où je peux partir d'un fait. Voilà, ça retrace que mon propre itinéraire. Je trouve que c'est toujours compliqué d'essayer d'être complet sur l'Afrique. Ça n'a pas de sens pour moi. J'essaie juste de construire un itinéraire sur 20 ans, sur les pays que j'ai traversés, où j'ai tracé les grandes crises, et j'essaie de refaire les liens. Ça peut être la Tunisie, ça peut être la Guinée, ça peut... Voilà. Et donc, j'ai pas eu de... Ce que je disais, la géographie m'importe peu. Je pars d'un réel et je l'applique. Voilà, j'essaie toujours de partir d'un fait précis. Et donc, ça me paraît important. Et alors, sur la question du contre-modèle, moi, je vais être clair, on ne sera pas d'accord. Oui, je pense que les autres modèles sont illégitimes. Je pense que le coup d'État est légitime. Je pense que ce que les gens de l'AS font, c'est illégitime. Ce que Ouattara fait est légitime, c'est le même combat, c'est des versants. C'est illégitime. Après, on peut me dire, oui, on peut trouver tous les prétextes, il a un bon bilan économique, etc. Mais ça ne le rend pas légitime. C'est comme le Rwanda. Je suis d'accord qu'économiquement ça marche, mais est-ce que ça marche économiquement, que ça peut justifier un certain nombre de dérives? Non. C'est-à-dire, pour moi, et c'est ma conclusion d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi l'Afrique serait le seul peuple où on demande de choisir entre un bol de riz et les libertés. Moi, je réponds toujours démocratie ou développement, les deux. Il n'y a aucun autre peuple du monde où on vous dit pour vous développer là, mettez vos libertés sous éteignoir. C'est quand même hallucinant. Et je trouve que c'est un truc qui est très méprisant en fait. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est une tendance des élites. C'est très fort, le peuple ne sait pas ce qu'il veut, etc. D'où la dictature éclairée. Hein. Je pense que même Ouad l'a théorisé. Mais la dictature éclairée sur le continent, je n'ai pas vu où elle a marché. Moi je veux bien qu'on fasse toutes les théories, mais quand vous prenez la réalité, encore une fois, les dictatures ont été majoritaires. Et le résultat est ce qu'on est. C'est-à-dire, le résultat, ce n'est pas le résultat quand même de régimes majoritairement démocratiques. Tous ces pays-là ont été dirigés le plus longtemps par des dictatures ou des régimes qui n'avaient rien de légitime. Donc l'illégitimité, ajouter de l'illégitimité à l'illégitimité, je ne vois pas ce que ça peut apporter. Et puis encore une fois, je ne pense pas que la démocratie soit une fin en soi. On peut en débattre, c'est une HV, c'est en crise. Et puis l'autre argument, moi, qui me fait sauter au plafond, c'est que, alors il y a tous ces gens-là qui me disent, ouais, la démocratie est en crise aux États-Unis, en crise en France, donc c'est normal. Ben non. Et puis les crises, c'est pas de la même nature, quoi. En France, on n'enlève pas des journalistes en plein midi, quoi. Ils disparaissent, on les retrouve plus. Je trouve que on a dans notre époque une tendance à relativiser, à mettre tout au même niveau, quoi. Je ne connais pas de journalistes qui disparaissent. Est-ce qu'aujourd'hui, au Mali, au Burkina, vous giflez le président de la République, vous vous en sortez avec un procès libre et équitable, et je crois que c'était combien 3 mois 4. Allez gifler Ibrahim Traoré. Non mais c'est pas comparable, quoi. Moi je trouve que c'est très facile, quoi, ce genre d'objection qu'on fait. Oui, la démocratie ne marche pas ailleurs. Ben, oui, elle est en crise globalement, et moi d'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir à la crise de la démocratie, pour vous dire, en partant beaucoup de la crise de la démocratie en Occident. J'ai beaucoup lu Rosal Vallon, j'en parle. En conclusion, j'ai lu beaucoup la crise de la démocratie américaine avec Yachamon, le peuple contre la démocratie. Mais je trouve que c'est... On ne peut pas dire l'un et l'autre, quoi. Et je l'ai beaucoup entendu, et d'ailleurs c'est un des arguments forts du relativisme démocratique. De dire, oui, mais chez vous, là, il y a les gilets jaunes, il y a de la violence policière, donc, bah non. Je veux dire, c'est pas comparable. Le sens, c'est aussi le contexte. Je suis assez d'accord qu'il y a des dénis de démocratique absolument incroyables en France. Mais c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a encore d'autres questions, non? J'ai oublié de répondre sur le Mali. Alors, j'ai oublié de répondre parce que je vais vous décevoir, en fait. Moi, j'ai pas de solution. C'est pas mon job. Je suis très humble. J'ai pas de solution.
Et je n'ai pas travaillé sur des solutions. J'ai travaillé à déconstruire. Je pense que déjà, je réponds la même chose que un peu à Nicolas. Je ne peux pas tout faire. Je veux dire, déjà comprendre. Et j'ai commencé par là. Moi, le livre, il naît de ma propre incompréhension. C'est un livre qui naît du doute. Je n'ai pas de solution, quoi. Je suis désolé de vous le dire. Et je pense qu'il n'y a pas de solution magique. Ça n'existe pas. Les trucs qui vous disent il faut faire ça, ça, ça. Non, moi je pense qu'il faut un travail d'introspection. Il faut d'abord comprendre ce qui nous arrive avant de trouver des solutions. Et moi je ne suis pas sûr encore d'avoir compris. Bien. Alors merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci de la richesse du débat. Après, j'ai mon livre. Mais on reste lire mon livre. parce qu'on n'a pas assez de temps. Merci. Et le livre, c'est là. Alors, donc, je vais d'abord le lire. Je connais le débat théorique.